مرحبا بك. اللي جاء ايوه زهر محمد امين وغايلي عبد الدين، مرحبا بكم. Ok. Bon, alors maintenant je vais commencer à présenter et vous me dites si bien sûr vous voyez mon écran. Partager. Normalement ça doit marcher. Que vous voyez l'écran là-haut. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Merci beaucoup. D'accord. Donc, nous allons en même temps commencer et enregistrer. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est bien sûr d'enregistrer la séance voilà, pour que vous puissiez la voir, etc. Bah, intérieurement. Mais donc, là, comment faire? Là, il faut. Voilà. Là. Oui, ça enregistre, ça va, merci. Je pense que l'un de vous l'a fait. D'accord. Mais, donc aujourd'hui, nous allons voir, on va dire, deux parties dans ce cours. En premier lieu, en fait, c'est un chapitre que j'ai intitulé Les barrages, mais en réalité, il focalise sur les barrages en terre, parce que l'intitulé du cours, c'est les barrages, c'est les ouvrages en terre d'une manière générale. Donc ça, c'est la première partie. Bon, on peut dire que dans ce chapitre, il y a des généralités intéressantes par lesquelles on essaie de comprendre comment on conçoit les barrages en terre et comment on peut comprendre la vérification de leur stabilité, d'accord? Et par la suite, bon, je pense que ce thème-là nécessite toujours de voir un peu ce qui se passe dans la réalité, d'accord? Nous avons à un certain moment, avec donc un chercheur du laboratoire de géologie, travaillé sur un cas d'étude qui s'appelle barrage Arzela, et je pense que ceci va vous donner, disons, davantage d'éclaircissement sur le fonctionnement des barrages, comment il peut être affecté, comment il faut remédier, etc. Donc voilà un peu le programme aujourd'hui. Hein. Donc, le sommaire de la première présentation, type de barrage, notamment les barrages en terre, quelques exemples et les fonctions qu'ils assurent, et par la suite, les conditions adéquates d'un barrage en terre, c'est-à-dire les conditions adéquates de conception. Comment on peut dire il vaut mieux faire un barrage en terre. Par la suite, nous allons voir les éléments d'un barrage en terre, les propriétés des matériaux. Bon, nous allons parler un peu du compactage, par exemple pour les sols fins, les sols grenus pour les conditions de filtre, la vidange par exemple. Alors, et comme j'ai dit, on va terminer par des illustrations de calcul de la stabilité. Okay? Ce sont peut-être des choses un peu, on va dire, fines qu'il faut essayer d'expliquer. Alors, en premier lieu, on peut dire qu'il y a plusieurs types de barrages si on met de côté leur constitution. Certainement, vous entendez parler de barrage froid, peut-être barrage voûte, barrage à contrefort, barrage enrobé. Et bien sûr, tous les barrages ont des organes hydrauliques fonctionnels qu'on appelle et annexes, tels que ce qu'on appelle l'évacuateur de crue, la galerie de drainage, la tour de prise, etc. C'est-à-dire un barrage, en fait, c'est un grand projet. Il y a le barrage, mais il y a beaucoup d'organes hydrauliques à côté pour faire fonctionner le barrage. Bon, ici, j'ai eu la chance de trouver un document. Donc, j'ai mis le nom de la collègue, Mme Charbel Bélizet de Sfax, qui, au fait, a un polycopier qui s'intitule Ouvrage hydraulique, et dans lequel il y a deux parties, l'ouvrage hydraulique, disons, les barrages, etc., les digues, et la deuxième partie, c'est l'ouvrage hydraulique routier. Donc, j'ai pris de cet exemple donc, certaines photos, on va dire, illustratives. Bon, si par exemple, bien sûr, on doit connaître un peu ce qu'il y a en Tunisie. Par exemple, le barrage Siliciel parmi les barrages les plus populaires, les plus grands en Tunisie. D'accord? Il y a barrage Zela, dont on va parler aujourd'hui. Il y a barrage Sidi el-Barra, sur lequel nous avons également fait, on va dire, des réflexions, des études, etc.
Bon, par exemple, il y a le barrage Zerga en béton armé. Je vais vous montrer également des photos de barrage Bnimtir, une illustration de barrage Kbir plutôt, pas barrage Moula, et le barrage Maleki en vente. Bon, comme vous voyez ici sur cette liste-là, il y a, on va dire, pas mal de cas. On peut dire qu'on a un barrage en béton armé, mais Bnimtir, c'est un barrage en béton armé, mais il est à contrefort, c'est-à-dire il a une certaine conception. Barrage El Moula, lui, on peut dire, c'est un barrage en terre, mais dans lequel on a fait l'expérience d'utiliser un matériau qui s'appelle le béton compacté au rouleau, BCR. Ça, c'est très connu, ce type de barrage. Et il y a d'autres barrages en Tunisie, je pense, en plus du barrage El Moula, qui ont été faits avec le BCR. Bon, on va dire, ce n'est pas un barrage en béton, ce n'est pas un barrage en terre. C'est un barrage, on va dire, de matériaux traités, donc il n'est pas tout à fait en terre, mais il n'est pas donc en béton. Mais il peut être perçu comme un barrage en béton. Barrage El-Kbir, donc en remblaisonné, et barrage Malek, peut-être parmi les plus anciens, il est en voûte, d'accord? Et là, vous avez des petites illustrations. Bon, j'ai pris donc des documents que j'ai cités. Donc, barrage Malek ici, on voit ici bien sûr le côté, on va dire, des voûtes, d'accord? Voilà les voûtes qui sont là. Les voûtes, en fait, sont multiples. Donc, d'après les explications, on peut faire une seule voûte pour le barrage, mais on peut faire plusieurs voûtes. Ceci permettra peut-être une meilleure résistance vis-à-vis de la pression de l'eau, d'accord? Bon, mais on le fait surtout lorsque on a une très bonne fondation, parce que c'est une fondation, c'est-à-dire le sol de fondation, d'accord? Et comme vous voyez, bien sûr, puisqu'il est en béton, on peut atteindre une hauteur relativement grande, 65 mètres. Donc, tenez bien, il date depuis la date de l'indépendance, 1956, d'après le document. D'accord? Là, c'est un barrage poids. Un barrage poids, bien sûr, c'est un barrage en béton, mais il a une conception très spéciale. C'est-à-dire au fait que le parement, on va dire, en contact avec l'eau, il est vertical. D'accord? Il n'est pas incliné, il est vraiment vertical. D'accord? Et même, donc, le corps du barrage, il a donc une pente raide du parement aval. OK? Donc, puisque c'est du béton, donc on va faire un volume plus petit. Mais la vocation, c'est que la pression due à l'eau, elle est absorbée par le poids du barrage lui-même. Donc, c'est le barrage lui-même qui prend toute l'action de l'eau. D'accord? Donc, c'est quelque chose de différent. C'est pas, disons, comme les barrages en terre, parce que les barrages en terre, vous voyez toujours qu'il y a un talus avant et un talus aval au niveau de la conception. Bien sûr, vous voyez par-ci, par-là des éléments sur lesquels on va revenir pour les barrages en terre. Et voilà, par exemple, c'est ce qu'on appelle un barrage point. Là, c'est le barrage Bnimtir de hauteur 78 mètres. Et là, ce sont les contreforts. Bien sûr, ça, c'est du côté, on va dire, aval. Donc, au fait, c'est un grand mur en béton. Nous allons voir une autre vue. J'ai eu l'occasion de visiter cette région plusieurs fois et c'est pour cela que j'ai pris des photos donc à différents, on va dire, différentes périodes. Donc, vous voyez que le barrage, par exemple, si vous le voyez, cette vue, c'est lorsque, je pense, en 2015 ou 16, lorsqu'il y a eu beaucoup de pluie et même des inondations, et vous voyez que le niveau de retenue maximale est pratiquement atteint. Donc, entre la crête maximale de la digue et le niveau d'eau, il n'y a même pas 2 mètres. C'est-à-dire, on va dire, il est full, il est plein d'eau, d'accord, c'est la hauteur d'eau. Et comme vous voyez ici, c'est une autre photo en bas. En fait, c'est le même barrage, mais en période sèche. Vous voyez ici cette partie ambrée, on va dire. Donc, nous sommes toujours du côté aval, mais il n'y a pas d'eau bien sûr, jusqu'à ici. D'accord? C'est une autre vue. D'accord?
Mais il y a plutôt de l'autre côté, ça, ce qu'on appelle la tour de prise. Et c'est moi la tour de prise. Peut-être on va voir sur un autre exemple. Donc, maintenant, on va focaliser sur les barrages en terre pour dire que l'option barrage en terre, certainement, on va oublier le rôle principal, c'est le stockage de l'eau, mais les barrages en terre doivent normalement remplir deux fonctions essentielles. Ce qu'on appelle l'étanchéité vis-à-vis de la pénétration de l'eau et la résistance à la poussée de l'eau, c'est-à-dire la poussée de l'eau qui s'exerce sur le barrage. Donc, l'étanchéité en termes d'infiltration d'eau dans le col du barrage et la résistance à la poussée de l'eau. Bon, ceci doit être assuré puisque le barrage il est en terre, c'est-à-dire les matériaux sont des matériaux naturels du type sol, mais il faut les choisir, on va dire, d'une manière intelligente et les mettre en place de la même manière. C'est-à-dire, on doit choisir le bon matériau et sa mise en place doit être bien faite pour assurer les deux fonctions, étanchéité et résistance à la poussée de l'eau. Bon, bien sûr, ces barrages en terre, pourquoi ils ont un avantage par rapport à d'autres types de barrages, par exemple les barrages en béton ou en sol traité, c'est que il y a une grande qualité de s'accommoder des fondations meubles qui seraient incapables de résister à un barrage en béton, c'est-à-dire du point de vue pesanteur. Je précise un peu cette pensée. C'est-à-dire, si je remets ce barrage-là, qui est en béton, c'est un grand barrage. Donc, ce grand barrage, il ne va pas être édifié si vraiment nous n'avons pas un terrain de fondation très, très robuste, résistant. C'est-à-dire le barrage en terre, quel est son avantage? Vu son poids qui est beaucoup inférieur à celui du barrage en béton, donc c'est-à-dire c'est que votre fondation, elle va, on va dire, s'accommoder, elle va s'accommoder du poids du barrage qui reste toujours acceptable et normalement elle résiste par rapport à un barrage en béton. Donc l'avantage du barrage en terre, c'est que les contraintes que va apporter le barrage sur la fondation sont beaucoup moins inférieures, d'accord? Et donc, c'est ça l'intérêt des barrages en terre, d'accord? C'est-à-dire le poids et les contraintes qui vont engendrer dans la fondation par rapport à d'autres barrages, on va dire plus lourds, vont être possibles. Donc là, une autre illustration, c'est ce qu'on appelle barrage kbir. Et donc, il a une conception, ça c'est un barrage en terre, bien sûr. Donc, il a une conception, il est dit en remblaisonné. Vous voyez, il y a combien de zones, on veut dire? Il y a déjà cette digue, ça c'est une digue, une sorte de digue, d'accord, une protection. Là, c'est la partie, on va dire, qui est directement en contact avec l'eau, mais bien sûr, il va y avoir ici quelque chose comme un enrochement, c'est-à-dire une protection, mais il y a un autre matériau ici. Et ici, il y a le noyau, ce qu'on appelle le noyau. Bien sûr, le noyau, c'est la partie centrale qui ne laisse pratiquement pas d'eau, d'infiltration d'eau, du tout. C'est-à-dire que certainement, dans la conception, plus on va du côté amont vers le noyau, bien sûr, la perméabilité du sol va diminuer. Donc, vous voyez comment on peut concevoir un barrage, et on a parlé un peu de ça dans la séance qui a été consacrée aux digues de manière générale, lorsqu'on avait parlé de digues. Bon, vous avez ici un ordre de grandeur, je pense que la retenue d'eau, elle arrive quelque chose comme 80 mètres, je pense, 84, 85. Donc, c'est un grand barrage. C'est un grand barrage, mais l'assise, elle est très, très importante. D'accord? Donc, voilà une illustration d'un barrage en terre. Bien sûr, il y a d'autres éléments ici. Bon, on ne va pas juste les voir, en parler maintenant, mais nous concentrons sur la fonction du barrage. Donc, la fondation du barrage, elle doit disposer, la fondation du barrage, vous voyez clair, c'est quoi? C'est le sol sur lequel le barrage prend appui. Donc, elle doit disposer de propriétés naturelles ou obtenues par traitement, au moins équivalentes à celles du corps du barrage qu'elle doit recevoir. C'est-à-dire la qualité du sol de fondation doit être très proche du matériau qui constitue le barrage. Donc, ainsi,
c'est une solution très intéressante du barrage en terre. Lorsque ces matériaux avec lesquels vous allez faire le barrage, vous n'allez pas les transporter sur des centaines de kilomètres. C'est-à-dire, quand est-ce que le barrage en terre, c'est une très bonne option? Lorsque vous pouvez concevoir un tel barrage, mais les matériaux pour construire le barrage sont dans des sites qui sont autour du barrage, à proximité du barrage. Parce que bien sûr, ceci, il faut imaginer un peu, on va dire, les millions de mètres cubes de matériaux qu'il va falloir donc approvisionner et mettre en place. Donc voilà un peu le contexte du barrage en terre d'une manière générale. D'accord? Alors, si on va parler des éléments qui constituent un barrage en terre. Bon, on peut lire maintenant, mais le transparence qui suit illustre très bien ce que je dis. Bon, je pense déjà, vous comprenez très bien qu'est-ce que c'est que le noyau. Le noyau d'un barrage en terre, c'est la partie qui assure l'étanchéité. Elle est disposée au centre ou parfois décalée vers l'avant. Je pense qu'on a montré quelques photos la dernière fois, mais permettez-moi d'aller, donc, voilà, cette photo-là, elle illustre très bien. Donc, pour ce barrage en terre, le noyau dont on parle, il est là. Vous voyez, le noyau, c'est la partie en jaune, d'accord? Donc, on essaie d'avoir un matériau pratiquement imperméable. C'est un sol fin qui est bien sûr très bien compacté, d'accord? Et que pratiquement, il n'y a aucun passage d'eau à travers ce noyau du côté amont vers le côté aval, d'accord? Donc ça, c'est la première chose. Donc on revient ici. Les recharges, amont et aval. Qu'est-ce que ça veut dire une recharge? C'est la partie qu'on construit avec notamment des sols flottants, c'est-à-dire sable, gravier, quelque chose assimilé, perméable, doit être à perméabilité, on va dire, intéressant, et qui assure la résistance et supporte le noyau. C'est-à-dire, elle supporte le noyau, c'est-à-dire dans le sens où c'est comme elle le protège pour qu'il assure sa fonction. Donc, ici, sur la même photo, donc, qu'est-ce qu'on peut lire ici, par exemple? Recharge amont. Donc, cette partie en bleu, d'accord? Cette partie en bleu, toute cette partie, comme pour toute cette partie-là, ce qu'on appelle la recharge aval, c'est la zone qui est de part et d'autre, soit du côté amont ou aval du noyau, pour compléter le corps du barrage. C'est ce qu'on appelle la recharge, d'accord? Bon, on va revenir aux dimensions par la suite. Okay? Donc, noyau, recharge, et par la suite, les drains. Donc, les drains sont souvent, de point de vue volume, ils sont peu épais, les drains de manière générale, mais ils ont une très forte perméabilité parce que leur vocation essentielle, c'est collecter des fuites d'eau et réduire, bien sûr, les pressions interstitielles. Donc, ici, comment peut-on, on va dire, illustrer leur définition sur ce cas-là? Bon, vous voyez ici que nous avons un filtre drain. D'accord? Ici aussi. Donc, quelle est, on va dire, la vocation de ce filtre drain? Si jamais il y a de l'eau qui s'infiltre dans la partie recharge aval, par exemple, ok? Donc, cette eau, elle va s'acheminer vers ce filtre drain. Bon, filtre drain, ça veut dire qu'il faut qu'il assure le drainage et la condition de filtre. Donc, c'est à un certain moment discuté. D'accord? Et donc, voilà, l'eau peut par exemple, peut être acheminée comme ça. OK? Donc, voilà, de point de vue, lorsqu'on dit peu épais, c'est par rapport aux dimensions des recharges, amont et aval, etc. Donc, vous voyez que ça, on va dire, tout est relatif. L'épaisseur de ce filtre est très petite par rapport, bien sûr, aux dimensions des recharges et même du noyau lui-même. D'accord? Alors, les filtres sont zones souvent peu épaisses dans la granulométrie intermédiaire. Entre celles des parties voisines s'oppose une migration de particules sous l'action des écoulements. Alors là,
Ici, c'est quelque chose de très important. Le filtre, peut-être vous avez une idée, vous imaginez un peu quoi le filtre dans d'autres applications, c'est-à-dire, on parle ici de migration de particules sous l'action des écoulements et lutte contre l'érosion interne. Ceci peut être, par exemple, expliqué ainsi. Si par hasard, il va y avoir des infiltrations d'eau, même ici, ou même ici. Ces infiltrations d'eau, bien sûr, puisque là, c'est un sol fin, elles vont, bien sûr, les particules fines vont être transportées avec l'eau qui vient d'ici à là. Mais lorsque les particules fines arrivent, la chose la plus importante, parce que leurs dimensions sont très, 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 très petites, donc elles peuvent venir dans le drain, et lorsqu'elles viennent dans le drain, elles vont bien sûr affecter sa perméabilité. On peut même penser à ce qu'elles vont obturer, ou on va dire boucher le drain. C'est-à-dire, si il va y avoir des infiltrations d'eau de la zone recharge, qui est un sol fin en général, et si ce passage de particules fines va bien sûr être dans le drain, donc le drain, on va dire, sa vocation va diminuer dans le temps. C'est pour cela qu'il faut assurer le rôle de filtre. Et le rôle de filtre, bien sûr, si dans certaines applications, entre les deux matériaux, on va, par exemple, introduire un géosynthétique, on dit géosynthétique de filtration, mais dans les barrages, on ne peut pas. Il faut avoir des conditions sur la granulométrie, comme nous l'avons, je pense, à un certain moment, disons, présentées dans les séances relatives aux digues notamment. C'est des conditions de filtre, c'est-à-dire des conditions sur les diamètres des grains et leur pourcentage dans chacun des deux constituants. Parce que nous avons parlé du sol, nous avons parlé du filtre, nous avons parlé du collecteur, et tout ceci, donc tous ces trois composants doivent avoir des relations entre les dimensions des grains qui les constituent. D'accord? Donc, ici, les drains, les filtres. Bon, dernier terme, le riprap. Le riprap, c'est quelque chose comme des cailloux, des blocs. Mais on peut comprendre que la vocation essentielle, c'est la protection. C'est-à-dire, si vous avez par exemple une couche superficielle d'enrochement posée sur un remblai plus fin pour le protéger contre les vagues. C'est ce que vous voyez par exemple dans les digues qui sont dans la mer. Si en mer, on met des digues pour, on va dire, réduire ou casser l'influence des mouvements de la houle. Donc, qu'est-ce qu'on met? On met de gros blocs sur les talus de la digue pour la protéger contre, par exemple, l'action de la houle. Mais là, on parle de la protection des vagues, d'accord? Mais les courants, mais également la protection même physique. C'est-à-dire, si vous allez, on va revenir bien sûr au schéma là, ici vous voyez l'enrochement de protection. Donc le talus, il est normalement, pour la recharge amont, c'est un seul, on va dire un seul plus intermédiaire, compacté, mais pour, bien sûr, on ne peut pas le mettre directement en contact avec l'eau. Donc on va le protéger par, si vous voulez, cet enrochement de protection. D'accord? C'est ce qu'on appelle le riprap. D'accord? Donc voilà un peu, d'une manière simple, les constituants d'un barrage en terre. En général, qu'on trouve en général, bien sûr, dans le barrage en terre. D'accord? Bon, là, on n'a pas parlé de la fondation. La fondation, c'est le sol qui va, bien sûr, là où vous allez édifier votre barrage. D'accord? Donc voilà, on va dire, de point de vue. Bon, on a donné des définitions, mais en même temps, on comprend un peu le rôle de chaque élément dans le comportement du barrage. D'accord? Bon, donc ici, donc nous avons vu les éléments, on va dire, essentiels d'un barrage en terre, de point de vue constitution, je dis bien de point de vue constitution, non beaucoup plus de fonctionnement, c'est-à-dire comment on construit le corps du barrage. Bien sûr, on le construit en
en faisant une très bonne conception de combien 1, 2, 3, 4, 5 parties essentielles pour le corps du barrage. D'accord? Bon, ici, il y a une photo d'un en Algérie, c'est un cas de livre Costet Sanglera. Donc, il montre, par exemple, ici, un exemple d'un barrage en terre. Il donne même le nom. Je pense que Kacho fantôme a la différence entre les niveaux d'eau. Donc, ici, vous avez pratiquement 300, et là, vous avez 372. Ça veut dire que la hauteur des barrages est aux alentours de 70 mètres. D'accord? Et la conception du barrage, c'est, comme on vient de le dire, le noyau, la recharge amont, la recharge aval, l'enrochement, d'accord, et le drain. Vous voyez ici le drain. Le drain cheminé. Ici, il y a un filtre. Ici, le filtre, c'est là. Donc, le filtre, vous voyez, il vient juste entre la recharge et le drain. D'accord? Bien sûr, il y a d'autres éléments. Donc, si on va essayer un peu de commenter, parce que à travers les digues, nous avons parlé un peu de ça. Donc, par exemple, lorsque ici, normalement, on voit un bâtard d'eau. C'est quoi un bâtard d'eau? Un bâtard d'eau, c'est quelque chose qui permet de limiter l'infiltration d'eau dans la formation. Dans la formation. D'accord? Bon, ici, il y a un rideau d'étanchéité. Mais son rôle, c'est exactement similaire comme le bâtard d'eau, mais il est mis beaucoup plus dans l'axe du barrage. Ceci à cause des infiltrations d'eau qui peuvent, bien sûr, venir de la recharge vers le sol de fondation. D'accord? La galerie de drainage. D'accord? Bon, nous allons voir aujourd'hui, donc, le cas tunisien, quel est le rôle de la galerie de drainage, qu'est-ce qu'elle fait, etc. D'accord? Donc, voilà, de toutes les manières, des exemples qui illustrent très bien ce qu'on appelle les constituants d'un barrage en terre et leurs fonctions essentielles. Bon, ici, ça nous rappelle plutôt le schéma d'une digue. Enfin, finalement, on va dire quelle est la différence entre une digue et un barrage en terre. Un barrage en terre, en général, il peut être réduit à une digue s'il est en terre homogène. Dans le cas où vous construisez votre barrage en terre avec pratiquement un seul matériau, ben, ça se transforme en une digue. C'est pas difficile. Mais toujours dans cette digue, il va falloir mettre un drain, un système de drainage d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc ici, lorsque on va comparer cette figure par rapport à ce qu'on avait, c'est comme si tout le corps du barrage, si on met le drain de côté, c'est comme si on avait un seul matériau. D'accord? Bien sûr, il y a toujours la fonction de protection par ce qu'on appelle le plat, franchement, pour retenir de l'eau. Sinon, tout le reste, c'est pratiquement la fondation. D'accord? Et puis, c'est tout. Bon, là, la remarque butée de pied drainante, ça veut dire que pour assurer la sécurité, on va dire mécanique du point de vue pied du barrage, donc on met cette butée. En général, on met un matériau drainant, bien sûr, parce que s'il va y avoir de l'eau qui s'achemine d'ici à là, là, il faut mettre quelque chose de drainant. Mais ça fait une butée de pied pour garantir davantage la stabilité du talus. D'accord? Donc voilà, on va dire un aperçu général sur les barrages en terre et par rapport à un digue, qu'est-ce que c'est? Bon, je dois dire tout simplement, si vous avez des remarques, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à les faire. Parce que lorsque j'expose, donc je ne vois pas certainement l'écran qui montre vos noms, etc., votre présence. Mais si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas de poser des questions. D'accord? Bon, alors maintenant, une fois, on va dire, on a conçu le barrage, on vient sur ce transparent pour voir à peu près la chose la plus importante qui permet d'assurer les deux fonctions qu'on avait énumérées. C'est-à-dire, on avait dit, il y a deux fonctions essentielles. Hein, d'accord? C'est comment le talus du barrage il va résister à la poussée de l'eau et
comment, bien sûr, éviter ces problèmes d'érosion interne, de mouvement de particules fines, etc. Comme je l'ai dit, nous devons bien choisir les matériaux en partant, par exemple, si vous voulez, toujours de la courbe granulométrique. Vous voyez ici que nous avons toujours le fameux diagramme de la courbe granulométrique, les dimensions des particules. Vous voyez ici bloc, cailloux, gravier, sable, etc., silt et même argile normalement. Et là, c'est les passants, ce qu'on appelle les passants, pourcentage des passants. Donc là, c'est le noyau et les recharges. Maintenant, où doit se trouver la courbe granulométrique d'un noyau de barrage en terre? En général, c'est dans cette zone bleue. Vous voyez, c'est un sol fin, essentiellement. D'accord? Donc, si je m'arrête ici, ça veut dire que le matériau, normalement, parce qu'ici, il doit y avoir la partie argile, c'est-à-dire il y a au moins, d'après ce schéma-là, au moins 50% d'argile pour le noyau. Parce que là, c'est silt, ça veut dire limon. D'accord? Qui lance 5 microns, on entre pratiquement dans les argiles. Donc, cette courbe qui passe ici, c'est-à-dire dans, on va dire, le scénario le plus défavorable. Ça veut dire que les particules sont inférieures à 2 microns. Dans un scénario, il est favorable. On peut même exiger qu'il y ait pratiquement 85% d'argile. Vous voyez? Donc, mais si vous avez une courbe là, lorsque vous allez choisir le matériau qui constitue le noyau, votre courbe doit être à peu près comme ça. OK? Il doit être entre ces deux limites pour le passant vers les argiles. OK? De la même manière pour les recharges. Bien sûr, les recharges ne doivent pas être essentiellement, ça ne doit pas être un sol fin, ça ne peut pas être un sol fin. Ça doit être quelque chose qui laisse passer l'eau. D'accord? Mais toujours dans on va dire, dans un fuseau bien déterminé. D'accord? Bon, en général, c'est un matériau connu. Nous avons dit tout à l'heure, c'est des matériaux connus. C'est des matériaux flottants. Et vous voyez, comme on a remarqué ici, lorsque vous arrivez à la fameuse dimension 80 microns qui classe les sols entre sol grenu à gauche et sol fin de l'autre côté, donc ça veut dire que vous devez pratiquement avoir un matériau où pas plus que 10% de dimension au-delà de 80 microns. Que ce soit silt, ou à sable fin, etc. D'accord? Donc, vous voyez un peu, les deux matériaux sont dans deux situations très complètement opposées. D'accord? Et ici, vous avez beaucoup plus les matériaux que vous allez utiliser. Pardon. Vous avez les matériaux que vous allez utiliser pour le drain, la protection aval, le riprap, le filtre amont et le filtre aval. D'accord? Parce que les deux filtres doivent pas être exactement les mêmes. Ça veut dire parce que le côté amont, en fait, il est plus sollicité normalement vis-à-vis de l'action de l'eau qui s'infiltre. Donc, ici, vous avez de la même manière, comment dire, vous avez les fuseaux granulométriques dans lesquels vous devez choisir vos matériaux. Donc, maintenant, si vous avez on va dire, cette figure-là devant vous, et si vous voulez un jour construire un barrage en terre pour la conception, vous avez déjà un bon départ pour dire les matériaux à approvisionner. Chacun des matériaux, sa courbe granulométrique doit être dans le fuseau qui lui permet d'assurer la fonction voulue. C'est-à-dire si, par exemple, je choisirais un drain qui n'est pas dans ce fuseau, peut-être je vais le choisir ici, beaucoup plus, donc ça veut dire que je pourrais avoir un problème. Mais il faut tout simplement remarquer quelque chose d'évident. Mais est-ce que ce sont des choses proposées, on va dire, d'une manière arbitraire? Pas tout à fait. Ceci, c'est l'objet des expériences en matière de construction des barrages qui, bien sûr, permet de dire que, par exemple, le barrage en question, lorsqu'on a utilisé le matériau dans la courbe et
même elle pourrait être celle-ci ou un peu différente, c'est-à-dire la fonction de la recharge a été bien, on va dire, a été bien remplie, a été bien, le barrage, il a bien fonctionné, d'accord? Donc, ça veut dire que ici, c'est des orientations pour vous guider dans le choix des matériaux pour constituer chaque élément de votre barrage. Bien sûr, dans ce grand volume de barrage, et tous ces matériaux doivent faire l'objet d'une mise en place le plus souvent par compactage. Bon, et là, je pense que vous voyez une courbe dont vous vous rappelez, parce que ça, c'est en mécanique des sols au moins, si ce n'est pas, peut-être vous l'avez vu dans le cours de route, peut-être, d'accord? Donc, la courbe de compactage, ici, c'est un peu cette courbe-là où il y a ces points, ces points en plus, d'accord? Ça vous permet de déterminer ce qu'on appelle le poids volumique sèche maximal pour assurer la densité maximale, bien sûr, en identifiant la valeur de la teneur en eau à considérer. Mais en même temps, vous pouvez tracer ces courbes. Ces courbes sont très intéressantes. C'est les courbes de saturation. D'accord? Donc, bien sûr, lorsqu'on va compacter, on est loin du côté saturé, on est loin du côté ce qu'on appelle sec à 100%, mais on est à peu près dans cette région-là. Et là, vous pouvez tracer même des isovaleurs de SR, parce que finalement, à partir de la définition du sol saturé, en fonction de gamma S, SR et gamma B, vous pouvez tracer ces courbes-là. Donc voilà, c'est-à-dire la première étape, c'est lorsque vous dites je choisis mon matériau, choisir convenablement sa granulométrie en fonction bien sûr de la vocation qu'il va assurer, qu'il soit dans le noyau ou ailleurs. Mais le plus important, il faut dire comment vous allez le mettre en place. Comment vous allez le mettre en place, et donc comment vous allez le compacter. En fonction du type de matériau, on peut utiliser des moyens de compactage différents, mais le plus important, quelle est la quantité d'eau qu'il faut ajouter pour le mettre en place. D'accord? Donc voilà un peu. Maintenant, on peut parler du choix des matériaux et mise en place. Alors, ici, bien sûr, on va donner quelques indications, d'accord, sur les propriétés du matériau. Par exemple, lorsqu'on dit un seul fin, en général, il ne faut pas avoir des seuls fins très plastiques. Donc, vous connaissez très bien qu'il y a le paramètre qui s'appelle indice de plasticité, d'accord, qui est au fait la différence entre la limite de liquidité et la limite de plasticité, d'après un TP que vous avez fait en première année notamment. Il ne faut pas dépasser 25% pour cet indice, parce que le moyennement plastique, il est là. S'il est inférieur à 15, c'est plutôt un sol, commence à être un sol grenu. S'il dépasse 25, il est déjà du côté des argiles. Bien sûr, le compactage, il ne faut pas qu'il soit trop humide. L'eau occupe un volume non réductible sauf par consolidation, c'est-à-dire si vous mettez beaucoup d'eau, vous ne pouvez plus cette eau l'enlever dans la masse compactée que s'il va y avoir de la consolidation. C'est comme s'il faut charger. Et ce qui exige du temps, parce que la consolidation en général des sols fins, vous savez, elle prend beaucoup de temps. D'accord? Et en plus, le compactage il engendre des pressions interstitielles excessives, nuisibles à la stabilité. D'accord? Et là, on vous donne, bon, c'est l'indication est tout à fait évidente. La teneur optimale pour compacter des argiles, en général, elle est de 10 par. Ça, c'est connu. Mais l'essentiel, c'est que voilà ce que vous commandez, ce que vous avez comme recommandation pour les solvants. Maintenant, je pense, on revient sur quelque chose qu'on a dit d'une manière un peu différente, les conditions de filtre qui sont des conditions expérimentales. D'accord? Donc ici, vous voyez je pense dans l'avant-dernière séance, parce que tout le monde, on va dire, était presque présent, nous avons parlé un peu de ces conditions-là. Bon, je peux juste ici, alors, à titre d'éclaircissement, préciser. Si j'ai un sol, au fait, sol cohérent, ça veut dire sol fin. Parce que vous savez, les sols cohérents, en général, ce sont les sols fins qui ont une certaine cohésion. On peut se permettre de dire sol cohérent si vous avez étudié la résistance au cisaillement. Donc, si un sol fin qui a au moins 15% d'argile, voilà la condition
pour que le filtre ne soit pas obturé. Le filtre ne va pas être obturé si le D15 est égal pratiquement à 0,1 mm. Ce seul, il faut que 15%, 15% des éléments qui ont des éléments qui ont une dimension inférieure à 0, ils me coulent 15%. Elle est la condition. Pour les sols flottants, par exemple, il y a une condition entre le diamètre du filtre et le sol. Le sol, ça veut dire, d'accord, ça veut dire le sol initial, D15 sur D85 est égal à 9. OK? Bon, il y a pas mal d'autres, on va dire, conditions. OK? Et toutes ces conditions, l'essentiel, si vous voulez les comprendre d'une manière simple, vous voyez ces conditions qui sont là, en général, vous les vérifiez sur ces courbes-là. D'accord? إذا كان تقول أنت مثلا هذا السول فان تاعي الكورب جرانيتيك نتاعو وهذا مثلا لو ماتيريو بلوتو نحكيو على الفيلتر نحكيو على الدرا ونحكيو على الفيلتر donc il faut vérifier vous allez vérifier que ces conditions-là les conditions اللي نحكيو عليهم normalement elles sont vérifiées sur les courbes sur les fuseaux qui ont été donnés ici. D'accord? Donc, c'est-à-dire, nous devons choisir judicieusement la granulométrie, au fait, pour assurer l'une des choses les plus importantes, ce qu'on appelle la condition de filtre. Et comme on a dit, c'est une condition purement expérimentale qui n'a rien à voir, bien sûr, avec tout calcul ou toute, on va dire, façon de réfléchir. Bon, maintenant, on va parler un peu de stabilité. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de stabilité, bien sûr, la stabilité, on va dire mécanique. D'accord? La stabilité mécanique dans le sens où on peut dire pour un barrage, nous avons bien choisi les matériaux, on les a mis en place de manière, on va dire, correcte. D'accord? Mais maintenant, on regarde le barrage comme, par exemple, pour l'un des barrages, par exemple, ce cas. D'accord? C'est-à-dire, parce que le barrage, on va voir les détails dans la deuxième présentation du barrage Raziel. Parce qu'au fait, lorsqu'on a un barrage comme ça avec une grande hauteur, vous savez très bien que le remplissage du bassin du réservoir, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Comme vous pouvez, on va dire, vous intéresser au remplissage, on peut à certains moments nous intéresser à la vidange. C'est-à-dire, on peut programmer de monter le niveau d'eau, comme on peut, bien sûr, être obligé à le diminuer, ou la diminuer cette hauteur d'eau. D'accord? Voilà, juste pour des précisions. Parce que vous pouvez avoir des indications si vous n'êtes pas très familier avec l'hydraulique. PHE, bon, on dit plus haute eau, PHE, c'est-à-dire il ne faut jamais dépasser cette valeur de retenue, d'accord? Je pense à un RN, c'est le régime normal, c'est-à-dire normalement ici, c'est la retenue conseillée pour le barrage. Vous voyez qu'elle est toujours inférieure. Et il y a ici ce qu'on appelle une revanche. C'est comme on a vu tout à l'heure pour le barrage Nintir. C'est-à-dire, on ne peut jamais mettre l'eau juste avec la crête supérieure du barrage. Il faut toujours avoir une certaine différence de la hauteur d'eau. Donc, ici, nous avons parlé de la stabilité et plus précisément de la pression de l'eau sur le talus amont. Et par exemple, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, nous allons faire, on va dire, une vidange rapide, exactement. D'accord? Bon, ici, là, j'espère que vous n'avez pas oublié on va dire, les choses essentielles de la stabilité des pentes qu'on a, donc, d'après le programme, vu depuis pratiquement exactement un mois. Nous avons parlé de stabilité des pentes, etc. Donc, mais d'une manière simple ici, essayez de me suivre. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, au fait, on raisonne toujours avec cette fameuse méthode, la méthode des tranches. Nous considérons une tranche de sol qui va sur le talus.
Mais on va analyser juste les forces qui s'y exercent. Bon, vous comprenez très bien avant tout ce diagramme triangulaire. Et le diagramme, c'est quoi? Toutes les flèches qui constituent ce diagramme, qui sont perpendiculaires au parement amont, bien sûr, parce que c'est la pression de l'eau, et la pression de l'eau, elle est toujours perpendiculaire au parement, là où elle est en contact avec lui. Ben, cette pression d'eau qui est pratiquement zéro, ici, elle a une certaine valeur, pardon, elle a une certaine valeur ici, la résultante de la pression d'eau, c'est cette force RW. Donc, c'est une force de compression. D'accord? D'accord? Là, vous avez, on va dire, le poids. On a deux poids. D'accord? Bien sûr, le poids, c'est, on va dire, WT plus W. D'accord? On a deux composantes. OK? Donc, le poids W, c'est celui de l'eau. D'accord? PW, la résultante, la pression. Je vois la nage. D'accord? D'accord? Et puis, bien sûr, WT, c'est le poids, on va dire, du barrage. D'accord? On a le barrage, on sait où le barrage. On a le poids de l'eau, OK? Donc, vous avez ces deux composantes. Donc, à l'équilibre, comment il est réalisé? Lorsque vous écrivez que la somme WT plus WW, qu'est-ce qu'il y a ici lorsque vous isolez ce système-là? Bien sûr, ici, on suppose qu'il y a un glissement sur cette courbe. Si vous vous rappelez, nous avons dit qu'on considère qu'une rupture circulaire se produit ici. Pardon. Donc là, il va y avoir la résistance de ces éléments sur cette courbe, mais qui s'écrit d'une manière générale, d'après la loi de Coulomb, sur la forme tau égale C plus sigma tangent phi. Mais lorsque vous multipliez C par la longueur de la tranche, vous allez utiliser cette force K. C'est pour cela qu'il dit la résultante des forces de cohésion. Enfin, le terme de cohésion, c'est K. Et l'autre, bien sûr, c'est quoi? C'est, on va dire, la force de frottement, l'F, avec un sigma tangente phi. D'accord? Sigma tangente phi, il est bien sûr dirigé suivant la normale par rapport au point, donc il est perpendiculaire à K. Donc, احنا شنو اللي عندنا احنا؟ نتخيل وقت اللي عندنا البراج نتاعنا il est plein, il est soumis à ces forces-là, WT, WW. D'accord? وهنا يسميها هذه S معناتها soi-disant la force, la réaction totale du massif. احنا هنا F و K هذوم باش تفهموا هما les forces résistantes. هكا ولا؟ والاس هي la réaction du massif qui est en bas. Donc la somme, il faut que ça soit égal à 0. Donc احنا شنو اللي عندنا؟ احنا اذا كان نقول notre système il est, on va dire, en équilibre stable, وقت اللي ثم toutes les forces معناتها WT, WW, RW ولا PW, ou bien sûr les forces اللي حكيت عليهم هذوما الF والK. هكا ولا؟ OK? Alors, je te montre choix, la stabilité, comment on peut être en situation instable si vous allez faire une vidange brusque. Je vidange brusque. Ça veut dire que vous allez éliminer entièrement PW. D'accord? Pression PW est égale à 0. PW. Mais la réaction du massif, c'est d'accord? Ça veut dire كأنك أنت مش ولي l'équilibre بتاعك مش تخسر فيه le rôle de PW. Ben, le rôle de PW وين يظهر؟ يظهر في البروجيكسيون بتاع PW على l'axe tangent. معناتها أنت وقت مش تنحي PW كأنك vous avez diminué la résistance vis-à-vis du cisaillement sur la courbe. معناتها كأنك أنت نقصت لك كابري. كانت عندك هذه كاملة وقت عندك البي دبليو موجودة كان عندك لا كومبوزونت هذه التانجنسيال كلها كانت موجودة. Si vous annulez PW, vous allez perdre K'. Et c'est pour cela, chez Paul, la solution, c'est de créer une force supplémentaire de cohésion K' pour garder l'équilibre. Fanto.
احنا بالنسبه لنا نفهم وقت عندنا un barrage qui est rempli plein d'eau et on va dire dans cette position là bien sûr il a été dimensionné pour qu'il soit stable sans faire quoi que ce soit. Si on imagine qu'on va faire la vidange rapide, il va y avoir une instabilité qui se crée, d'accord? Et ça veut dire qu'on peut avoir un problème. Et comme on l'a dit ici, lorsque vous faites la vidange, normalement, il va y avoir un écoulement du haut vers le bas, il va y avoir des problèmes de stabilité, notamment ici. Notamment, ou bien sûr en bas, parce que la pression, elle va en augmentant ici. D'accord? Bon, là, juste, il donne des explications. Le poids W est composé du poids WT correspondant au poids des terres, comme je vous l'ai dit. Bien sûr, sous l'action du poids déjaugé, avec le poids gamma prime. Le poids de l'eau est d'un volume égal aux tranches de la située au-dessus de la ligne de saturation. Un raisonnement pour une tranche comme ça. La tranche est centrée après le. OK? On a toutes ces forces-là. La force, la résultante des forces de frottement de la ligne de glissement. D'accord? Bien sûr. Bien sûr. La force de frottement, elle est F. OK? Donc voilà, pour comprendre un peu, on parle d'un scénario où le barrage est construit. On vérifie la stabilité pour construire le barrage, c'est-à-dire lors de l'exploitation du barrage. Bon, là, on donne quelques détails, bien sûr, sur les calculs du coefficient de sécurité. En général, dans la stabilité des pentes, c'est à votre information, on fait toujours des calculs en contrainte effective. Dis maintenant en contrainte effective. OK? Donc, tu fais taux égale C plus sigma prime tangente phi prime. D'accord? Sigma prime étant la contrainte, ce qu'on appelle effective, et la pression interstitielle. D'accord? Bon, il y a des indications. Pour si la ligne de glissement est circulaire, Taylor a fait remarquer que les calculs pouvaient se faire approximativement comme si la résultante qui provoque le glissement et l'angle de frottement interne devenait un angle fictif psi. Dans le cas où a un glissement circulaire, vous pouvez dire qu'il va y avoir l'angle de frottement du sol réel. Il se transforme en angle de frottement psi qui est déterminé à peu près par l'expression chenille, c'est-à-dire poids spécifique sous l'eau, si le poids spécifique du sol saturé. Poids spécifique sous l'eau. Je m'en quel gamma prime اللي حكينا عليه. هكا ولا؟ وهذا c'est le poids bien sûr poids spécifique terre sous eau, c'est-à-dire le gamma prime ou le gamma, d'accord, d'accord. Donc le gamma sur le gamma prime qui aura à peu près 1,5, d'accord. C'est pour cela que vous allez obtenir psi égale 1,5 de phi. Mais en réalité, la vidange de retenue n'est jamais instantanée, comme je vous ai dit. Lorsque l'eau s'abaisse, la digue commence à se consolider, la stabilité s'accroît. Contrairement, on imagine que la vidange, elle va être faite très, très doucement. Lorsque vous allez la faire très, très lentement, ça veut dire que normalement, l'eau va s'abaisser et la digue, elle va se consolider. C'est-à-dire les propriétés des matériaux de la digue vont s'améliorer et normalement, la sécurité ne va pas poser de problème. D'accord? Donc, comme il faut lire ce qui est écrit ici, la vidange brusque est donc la plus défavorable des hypothèses qui peuvent être faites et on pourra mettre des coefficients de sécurité réduits même de 1,3. D'accord? C'est-à-dire coefficient de sécurité vis-à-vis du glissement. Donc, voilà un peu, par exemple, un cas d'étude de stabilité, mais lorsque la digue ou le barrage fonctionne, ce n'est pas un calcul de stabilité de pente pour construire le barrage. Et là où la chose la plus importante. Bon, là, puisqu'on parle des barrages plantaires, en général, l'étude de stabilité de remblai ou déblai sur le sol de fondation. Le talus lui-même de la digue, d'accord, et également le sol de formation qui est impliqué. D'accord? Bon, ça veut dire que si le sol, par exemple, d'assise du remblai, la fondation, elle est considérée rigide, donc on a un problème de la stabilité de la fondation. Comme on a dit, par exemple, en termes de tassement ou de résistance. Mais
Dans ce cas-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Au contraire, nous allons voir que le problème qui se pose dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le tassement de la digue du remblai lui-même lorsque vous ne faites pas comme il faut le compactage. Pour illustrer ce que je veux dire, je reviens à ce schéma-là, mais très parlant. Surtout le cas, c'est le cas dont on parle. Nous avons un sol, nous avons plutôt une fondation rigide. Il n'y a aucun problème pour la digue. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de résistance et de tassement ici. Mais le problème, voilà une façon simple pour dire si vous ne faites pas le compactage convenablement de votre couche de sol, pour comprendre, la couche, la digue en termes homogènes, vous allez avoir des tassements ici. Des tassements ici. Ce n'est pas un tassement, on va dire, dû à une charge extérieure. C'est un tassement dû à un mauvais compactage. Pourquoi? Parce que bien sûr, vous savez très bien que lorsque vous compactez le sol sur une certaine profondeur, jamais le poids volumique du sol compacté ici ne va être égal à celui-là. Celui-là, il va être beaucoup plus grand. Donc, lorsque vous faites du mauvais compactage ici, le sol, le matériau de la digue peut tasser. Et ça, c'est un problème également intéressant. D'accord? Alors, on parle un peu du type de rupture, de manière générale, du corps de barrage en terre sur le sol. Bon, on peut imaginer, lorsque le sol de fondation il est déformable, que la rupture par poinçonnement a lieu. On peut avoir une rupture d'un remblai sur un sol déformable. Bon, c'est le poinçonnement. Vous vous rappelez un peu du problème de capacité portante entre les formations. On peut avoir une rupture par étalement. Donc, on peut avoir une rupture par étalement. Et dans ce cas, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de butée à droite et à gauche, mais on peut avoir par glissement dans le corps de remblai. Je n'ai pas la photo ici, mais vous comprenez que si je reviens par exemple à la rupture par étalement, ça veut dire qu'il va y avoir ici une rupture comme ça. Et le matériau de la digue va devenir après comme ça, il va s'étaler. Celle du poinçonnement, c'est lorsqu'on imagine que ce sol est déformable, et bien sûr, le remblai, il va s'effondrer dans le sol, parce que le sol n'est pas résistant. Donc, c'est les types de rupture qu'on peut avoir. D'accord? La dernière remarque, bon, la pression du courant d'eau, un entraînement des particules de sol dans le cas des matériaux fait une collision entre l'aliment et sable. C'est un peu le bon, c'est dû à l'eau. Hein. Donc, lorsqu'on a un mouvement de particules d'eau dans le cas de matériaux à faible collision, un aliment à l'argile, donc, bien sûr, ceci va poser un problème de stabilité. Et ce n'est plus un problème de stabilité mécanique, c'est un problème de stabilité beaucoup plus lié à la physique de la chose, parce que les particules du matériau de faible cohésion vont être entraînées. C'est ce qu'on appelle l'érosion interne. Le terme, il est très connu, le barrage, ce qu'on appelle l'érosion interne. D'accord? Bien expliquer ça. نتخيلوا عندنا هنا في الكا هذا نتخيلوا عندنا مثلا migration de particules مثلا من لنا par exemple. OK? Et le rôle de filtre يكون مش موجود. هنا تولي تنجم تصير ايروزيون يولي تخش عليها تحل des cavités etc. Et ceci va poser des problèmes bien sûr pour la recharge aval. باش تفهموا انتم. Donc معناتها احنا حكينا على si je retiens ce schéma pour illustrer. Il y a une stabilité mécanique pour le talus amont lorsque la vidange a un lieu, qu'elle soit rapide ou pas rapide. D'accord? Il y a un peu sur les ruptures qui peuvent se produire quand la fondation est déformable. Il y a également une rupture qui peut se produire dans le corps de la digue. D'accord? On a une butée suffisante. OK? Une érosion un peu différente, c'est-à-dire un cas différent. C'est une érosion interne, c'est dans la masse du barrage, de la recharge. Il va y avoir une migration des particules
qui va s'accentuer avec le mot, avec les coules, avec plutôt la migration d'eau. D'accord? Lorsque l'eau, elle va migrer, elle va créer ce phénomène d'érosion interne. Au cas où tu trouves le cas d'application, peut-être ces choses un peu plus claires. D'accord? Bon, là, on va des considérations beaucoup plus mécaniques. Le passage, j'espère que vous allez le suivre. Il est intéressant pour dire que la stabilité, elle doit être vérifiée à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que, pour simplifier, supposez que nous allons raisonner sur cette digue. Il y a le cas du barrage en matériaux homogènes. Bien sûr, pour simplifier les choses. D'accord? Cette digue, elle repose sur une fondation déformable. D'accord? On va parler de rupture par étalement. Je parle d'étalement. On va dire un mouvement, un déplacement du corps de la digue sur le sol de fondation. Alors là, on va présenter une méthode, on va dire, de vérification de stabilité qui consiste à dire qu'au fait, ce problème, il est lié à ce que la contrainte de cisaillement qui va se développer entre le corps de la digue et la fondation perméable, elle va être plus ou moins atteinte. Qui fait donc, s'il va y avoir, d'après l'évolution mécanique des sols, s'il va y avoir une rupture, donc on va avoir un équilibre limite. D'accord? Lorsqu'on a, par exemple, un problème de pente, ok? Donc, il va y avoir, par exemple, une rupture. Bon, la rupture, ça veut dire qu'on va toujours écrire la fameuse équation. Elle est juste à titre indicatif. Il coule tau MC plus gamma H tangente phi. Il faut contrôler les contraintes normales et tangentielles pour le degré de stabilité de talus. Il faut bien connaître les contraintes normales et tangentielles. Bon, la contrainte normale maximale qui se détermine des conditions sur la contrainte maximale, la contrainte normale maximale, la contrainte d'accord? Et taux R, la composante de cisaillement dans le remblai. R, ça veut dire remblai. Bon, j'essaie d'expliquer les choses d'une manière très simple. Okay? Résistance aux contraintes tangentielles des couches de fondation. De fondation plutôt, de fondation. Résistance aux contraintes tangentielles de fondation. OK? Okay? Sigma max, c'est la contrainte normale maximale. H2, l'épaisseur de la couche de la fondation. D'accord? Heavy H2. B, c'est la projection horizontale du versant. إذا كان أنا عندي هذا AB هو الفيرسون projection نتاعو هي B. هذا اش معناتها B. ويقول ce monsieur هذا Krieger ولا شنو il donne une valeur approchée du maximum au max de contrainte tangentielle horizontale. Qu'est-ce qu'il dit هو? Bon, peut-être أنا ما يسالش je vais aller للترانسبارون هذا. معناتها هو اش يقول؟ يقول أنه il va y avoir une valeur tau max à calculer à ce niveau-là. D'accord? C'est la contrainte de cisaillement maximale qui puisse être développée, oui, à ce niveau-là, le bien le digue au sol de fondation. Bien sûr, tau max, c'est une valeur à la rupture. Mais bien sûr, il va considérer un point M. Un point M, ça veut dire à ce niveau-là, pour dire que la contrainte de cisaillement au point M, elle a une certaine valeur. Il va introduire la sécurité. Bon, là, c'est un point un peu délicat. J'espère que vous pouvez le suivre. Mais, on propose ce résultat. Peut-être d'accord? Formule هذه الساعة خلينا on précise des choses. Le sol de fondation déformable a ses caractéristiques C ou phi qu'on détermine à partir de ces cisaillements. D'accord? Puisque le sol est déformable, donc il faut vérifier, on va vérifier comment la résistance au cisaillement elle peut être atteinte. D'accord? Donc ce résultat-là, au fait, comment on l'obtient?
Ce résultat-là, on le détermine en fonction d'un angle de frottement phi 1 qui va le calculer comme ça. نحاولوا نفهموا شويه. هذه سي بلس جاما اش تانجنت في شنو هي en fait؟ جاما اش 1 جاما اش 1 هي هذه الهدوء الكل. انا لنا هي اش 1 اوكي؟ هي tangente phi. ما هو الفي بتاع السول هذا ولا؟ Donc c'est la contrainte de frottement à ce niveau-là. Mais de cisaillement, lorsque je la multiplie par tangente phi. ومش نزيد الكوهيزيون نتاعو. Je sais pas, la contrainte de cisaillement ici, c'est comme si j'ai un sol qui n'a pas de cohésion, C1 égale 0, et je vais déterminer un angle de frottement phi 1. شنو un angle de frottement phi 1 هو la valeur de la contrainte de cisaillement à ce niveau-là divisé par gamma H1. معناتها يقول phi 1 est l'angle de frottement interne dit équivalent. يعني تقول شو يعمل l'équivalent على الماتيريال الاولاني. Phi 1, pourquoi il est intéressant? Parce qu'il va le mettre ici. Mais toujours est-il, comment il va arriver à ce résultat-là? Bon, c'est ce que j'explique un peu dans le transparent. Normalement, bon, écoutez bien, la valeur de taux, est maximale, mais il est égal à 0. Ou il est peut-être, il a une autre valeur. De toutes les manières, sans, du coup, à partir des essais sur modèle, pardon, à partir d'essais sur modèle, on montre que ça, c'est la répartition de taux max. هكا ولا شو معناتها لا ريبارتيسيون معناتها الفالور ماكسيمال نتاعها تجي لنا وين لنا بالضبط يقول هو تجي à 40% de B des essais sur modèle اللي كانت تشوفوا انتم انا كتب سنكون ici change brusquement شفتوا هنا هنا quelque part يقول انه voilà d'après des essais sur modèle la valeur maximale taux max serait atteint sur une facette située à des distances 0,4 B de la crête. هذه تسمى الكريت بتاع التالي. وقتها هذه كل B التو ماكس راهي لنا. واضح؟ اوكي؟ دونك وكما قلت لكم هو il va parler de la contrainte de cisaillement réelle au niveau du point M اللي اسمها C plus gamma H prime tangente phi. هذه شنو هي؟ la valeur réelle. نرجعوا لها. وهو من بعد il va faire le rapport entre quoi et quoi? Entre la valeur, bien sûr, taux M ou taux max pour introduire le coefficient de sécurité. D'accord? Bien sûr, pour introduire la sécurité par rapport de point de vue chaud, de point de vue glissement à ce niveau-là. Alors, on a un glissement à ce niveau-là. Le résultat, il est très simple. C'est comme si le triangle la jaune TOB, c'est comme si sous l'action de la partie centrale de la digue, il est soumis à une force de poussée. Avec un nerf de cohésion égale 0. Là où j'ai la force de poussée, parfois normalement 1 demi de gamma H au carré, tangente carré, pi sur 4 moins phi sur 2. Mais on a phi 1. Je connais ça, le matériau équivalent, ou la phi 1 ou C égale 0. Alors, comment il a exploité? Il a exploité en écrivant que ici, la force de poussée exercée sur le triangle, le talus est à droite de notre digue, c'est-à-dire aval, il est soumis à cette force. Et c'est la force motrice. Elle va être égale, normalement, à taux max, et taux max. Taux max, la valeur maximale, elle قال عليها جزيرة 0,4 fois la surface sur laquelle s'appuie. La surface est B, bien sûr, fois 1, on calcule par mètre linéaire. Donc, l'équation هذه شنو يقول هو؟ يقول مادام تو ماكس هي معناتها نقولوا احنا اللي par excès مش كله تو ماكس هذا. تو ماكس جوست لنا وعندنا زيرو اتسيتيرا. شو باش يعملوا؟ يخلي لا فالور هذيك التو ماكس il va minorer un peu, il va majorer plutôt un peu P. خاطر كي تعمل ديفلوبمون هذايا تعمل هذه H1 moins H2 au carré شنو اللي باش تلقى؟ باش تلقى التيرم هذايا باش يتنحى. D'accord? Donc هو il minore un peu la force هذه P et il propose le résultat اللي قدامكم هذا وقت اللي انت تنحي التيرم هذا منه je te dis que 1 demi de gamma H1 carré moins H2 carré tangente carré pi sur 4 moins phi 1 sur 2. Donc الفكرة شنو هي؟ La valeur de ton max اللي قال جاية à 0,4 B il l'associe à cette force de poussée pour justifier le calcul نتاعو. واضح ولا؟ والتو M هو
taux M, la valeur الام شنو هو السعه الام هو هنولي بالضبط الام نرجع الشيما نتاعو الام هو اللي جاي à 0,4 بي au niveau de l'interface de la formation d'accord donc يقول انه taux m ok qui est égal à c plus gamma h prime tangente phi bien sûr h prime هذه c'est une valeur اللي معناتها هو ما ne la précise pas mais certainement c'est une valeur جايه كل واحده ما بين h1 ou h2 d'accord la valeur de taux au point M, il fait introduire une hauteur H', d'accord, qui est entre H1 et H2 pour introduire ce coefficient de sécurité. Bien sûr, on y alors, la démarche, elle masque certains détails, bon, mais si vous avez le temps, je ne pense pas, voilà, sincèrement, si vous avez le temps, qui continue le costet sanglera, vous pouvez trouver les détails, d'accord? Donc, ça veut dire que ici, on a parlé de quoi, en fait? On a parlé d'une étude de stabilité, d'une digue sur une fondation déformable, en matière de, on peut dire, rupture par cisaillement au niveau de l'interface entre la digue et un sol de fondation. Faites attention, déformable. D'accord? Donc là, il y a plusieurs, bien sûr, hypothèses, comme l'hypothèse qui est là, mais il y a des résultats qui viennent, d'ailleurs, lorsqu'on dit d'après l'expérience, d'après les essais, donc ce sont des choses au fait qu'on ne voit pas. Et bien sûr, la justification. OK? Donc, et vous avez des conditions pour sigma max en fonction du taux R. Bien sûr, elle a défini. C'est la résistance aux contraintes tangentielles des couches de formation. D'accord? Résistance aux contraintes tangentielles des couches de formation. Donc, dernier point, je pense que ce point, il est plus clair, mais qui fait beaucoup de des simplifications. Mais il faut comprendre ce que j'ai soulevé tout à l'heure. Donc, là, le passage toujours, voilà la référence code 7, on verra. On doit distinguer entre le tassement des massifs de Remblai, qui constitue la superstructure, et le tassement du terrain d'assise. Terrain d'assise, maintenant, le sol de formation du barrage, d'accord, qui constitue l'infrastructure. Donc, chez Paul, ce tassement du corps de Remblai, on suppose maintenant que ce niveau-là est rigide. Ce tassement a lieu sous l'action du poids propre du matériau constitutif du corps du barrage. Il en résulte d'une part l'augmentation du poids volumique du matériau constitutif du Remblai. C'est normal, alors un volume V كبير هكايا ومن بعد شويه un volume soi-disant inférieur et le poids il est le même, ça veut dire que le poids volumique va augmenter. C'est évident parce que le volume a diminué. Mais le problème c'est que chez Paul, le tassement a lieu sous l'action du poids propre. Il en résulte de ce tassement une part l'augmentation du poids volumique et d'autre part un abaissement du niveau de la crête. Une crête هذه مش طارت باش تصير tassement. Bon, là, il y a une façon qui permet d'expliquer comment ce tassement peut se produire. Il parce que c'est le phénomène le plus logique. S'il y a un compactage qui n'est pas fait à 100%, un compactage peu poussé. Je m'en je peux le dire, cahier des charges, pour le ravisme que tu as, je fais mon choix, peut-être pour ceux qui. Pour la pratique, la densité sèche maximale égale. Pardon, j'ai un problème d'électricité. Rapidement, ça. Donc, là, on était en train d'expliquer. Je vais revenir. Sur le plan pratique, votre compactage est bon, il est à 95% de la valeur, supposons un 21. Bon, mais en réalité, moi, je vais 95, mais on va 90 ou donc, vous voyez qu'il va y avoir un compactage qui n'est pas fait selon les normes exigées. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, bien sûr, il va y avoir
un tassement et un abaissement du niveau de la crête. Donc, ça veut dire que on se propose de l'influence de ce compactage poussé sur le tassement. Soit gamma 1, la valeur initiale du poids volumique des matériaux qui constituent le barrage, juste à la fin du remblaiement, ou gamma F, la valeur finale du même poids volumique après tassement. Donc, c'est le tassement là. Donc, le poids volumique, je suis les gamma F. En première approximation, la variation volumique du barrage delta V sur V, elle peut être perçue comme 1 moins gamma I sur gamma F. Au fait, la variation interne, le volume, مش تصير le mauvais compactage ou le volume au poids volumique مش يتبدل يكون gamma I ou gamma F. Déjà, on a cette approximation. واضح؟ Donc, delta V sur V, 1 moins gamma I sur gamma F. Mais كما ما نقول on peut calculer le tassement relatif. شو التسمية relatif؟ حاجة ما تضرش. هو أنه il considère que H c'est la hauteur de la digue ou S هو التسمية. Donc, je peux à partir de 1, l'équation réelle, on peut calculer le tassement relatif. D'accord? S c'est le tassement sous l'action du poids propre du remblai de hauteur H. Mais dans un premier temps, on si je néglige le déplacement horizontal, je m'attends tellement كبير البراج نتاعنا نحكيو كان déformation c'est كان suivant la verticale. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on peut écrire que S1 sur H égale 1 moins gamma I sur gamma F. D'accord? وقتاش كده؟ كان التسمية يصير كان على الفيرتيكال. يعني ما فماش déplacement horizontal. Par ailleurs, dans le cas où le tassement est identique dans toutes les directions, c'est hypothétique. Elle n'est pas réaliste. Bon, il est identique dans toutes les directions. Il est déjà tel que écrite comme ça, n'est pas très précise. Je m'en tassement identique dans toutes les directions. Ce n'est pas tout à fait correct ce qu'on dit. علاش خاطر احنا التسمع بالنسبه لنا هو شنو؟ هو سي لو ديبلاسمون فيغ لو با. اما هو يقصد بها انه لو ديبلاسمون اللي تسميه ديبلاسمون في الحاله الثانيه هو الى لو ميم زاد دون لوريزونتال. فهمتوا اش معناتها il tasse de la même manière que pour la même valeur dont il se déplace horizontalement. فهمتوا اش معناتها كاين تقولش عليه déplacement dans toutes les directions. معناتها حاجه ايزوتروب. Et c'est un cas hypothétique. De toutes les manières, il faut raisonner dans ce cas-là, si on suppose que le déplacement est identique dans toutes les directions, donc on va avoir un tassement S2 qui est plutôt 1 moins racine cubique de gamma I sur gamma F. Le rapport est de racine cubique de terre. معناتها احنا بالنسبه لنا الشغل هو ياخذ deux cas extrêmes. يقول dans la réalité, on est ni dans le cas ni dans le cas aidé. On est dans une phase intermédiaire, d'accord? Donc, le tassement réel, en fait, il est entre S2 et S1. Et en pratique, en pratique, on peut retenir que le tassement, un tiers de la composante, soi-disant purement verticale, on néglige le déplacement horizontal, 1 tiers S1, plus 2 tiers S2. Allez, 2 tiers S2. Ça veut dire en réalité, lorsqu'un point, donc on a le point N, on met un mauvais compactage, on cherche un tassement. Mais le tassement ici, déjà le tassement est égal à 0. Voilà ce qu'il vaut. Mais toujours, le point qui va se déplacer, il va avoir une composante horizontale. معناتها ما تقولش عليه باش يصور فيكتور الكومبوزونت فيرتيكال نتاعو قداش؟ 1 والكومبوزونت هوريزونتال نتاعو 2. D'accord? Et il prend cette moyenne-là. Et de ce fait, écoute, voilà à peu près la valeur du tassement, enfin tassement normalisé, tassement par rapport à la hauteur. Écoute, il est donné par cette formule-là. D'accord? En fonction de gamma I sur gamma F. Mais sachant que dans la pratique, gamma I et gamma F, les deux, le rapport il est voisin de 1.
Je vous dire par exemple, je vous dire une valeur, تقول الرامبلي نتاعي الكومباكتاج نتاعو à 100% يعطيني 18 كيلو نيوتن والكومباكتاج peu poussé مثلا باش يعطيني جو نسي با موا 17 ولا اللي هو دونك باش تعمل رابور نتاعك حاجه قريبه ل 1 دونك lorsque le rapport est très proche de 1 on peut simplifier l'expression il la simplifie d'accord il y a une approximation au fait il va trouver cette quantité là je dois chercher la quantité هذه donc هوني finalement quel est le tassement dû à un mauvais compactage du sol du corps de la digue. Oh, 5 neuvième 1 moins gamma I sur gamma S. Dans le cas d'un remblai mal compacté, je vais dire que le rapport 0,9, c'est très proche, 0,9. D'où on obtient S sur H 5,6%. Le rapport est élevé, j'ai à 5,6%. Mais il faut se méfier. On a 1 ou 2 mètres. On va déjà un remblai de 3 mètres de hauteur tasserait de 17 cm. فهمتوا؟ وقت انت عندك ديك l'épaisseur نتاعها 10 متر مثلا vous allez voir ça va être beaucoup plus دونك اذا كان باش ناخذ 10 متر باش نضرب هذه في 3 معناتها هذه في 3 باش تعطيني 0.5 متر معناتها نتخيلوا احنا نعملوا اون ديك هكايا هذه كلها نحسبوها 10 متر ونرجع الباسه بالسي دو 0.5 ça commence à être problématique إذا كان نعرف أنه niveau d'eau ينجم يكون مثلا يوصل لنا. Vous avez compris ce que je veux dire. Ça veut dire que ce calcul-là de tassement du corps de la digue, du barrage, il est très important. Il est très important. Pourquoi? Parce qu'il peut amener à un abaissement de la crête de la digue et par suite, ça peut causer, on va dire, un problème. D'accord? Donc, bien sûr, هنا معناتها tassement différentiel. Bon, علاش يحكي على tassement différentiel خاطر normalement le tassement différentiel va se répercuter à la base. Il va se répercuter هنا. إذا كان أنت مش يقع tassement هوني مثلا je ne sais pas de 10 وهنا مش يقع tassement de 5 donc la différence entre les deux pratique ce qu'on appelle le tassement différentiel. Donc هو اللي باش يخلي ça va donner lieu à un problème pour le fonctionnement de la digue, bien sûr, bien sûr, avec tout ce qu'elle comporte. Donc, ça veut dire que ce problème, c'est un problème de stabilité, mais qui est dû à la déformation, pas plutôt vers la stabilité mécanique en termes de contraintes, etc. Bon, dernière remarque, hein, c'est une remarque qui est logique, mais il faut dire, si vous utilisez une argile raide, comme remblai, l'argile raide, sur le plan pratique, c'est un peu le sol dans la région du campus, d'accord, près de l'ENIT. Il faut se méfier des gonflements possibles et de prendre les mesures appropriées. Pourquoi? Parce que bien sûr, si vous allez construire une forme comme ça avec une argile gonflante, il va y avoir de l'eau, alors là, il va y avoir beaucoup, bien sûr, de choses qui peuvent atteindre la stabilité. Parce que les sols gonflants, c'est quelque chose de très, très duquel il faut se méfier beaucoup. D'accord? Donc, on a une autre recommandation qui n'a rien à voir avec la granulométrie ou un autre aspect, ou le filtre, mais c'est un phénomène qui est très. Qui pose beaucoup de problèmes dans la construction. Donc, voilà, maintenant, dans cette présentation, on a touché beaucoup plus à la conception des barrages en terre, de point de vue matériaux, leurs fonctions mises en place, mais on a parlé un peu des conditions de stabilité, d'accord, que ce soit, on va dire, pour la construction ou après la construction du barrage, ou de la digue, et il faut bien sûr vérifier parce que normalement, on n'est pas une certaine, on va dire, insuffisance quelque part, pour ne pas dire instabilité, comme par exemple l'érosion interne, qui va affecter le fonctionnement
barrage de la digue. Donc voilà, je pense que avec cela, nous avons terminé un peu la première partie, d'accord. Je vous laisse poser quelques questions. Vous allez vous poser quelques questions. Vous avez des questions? Monsieur, Fadl. ما عنديش question par rapport للكور أما حبيت نسألك السيانس الجاية شنو باش نعمل؟ حتى مشكل. Normalement, comme je l'ai dit au départ, ce cours, c'est un cours ouvrage en terre et souterrain. Il y a une partie d'ouvrage souterrain, qui met les tunnels, d'accord? Donc normalement, cette partie, elle occupe un volume horaire, je pense, de 15 heures, pas plus, une partie que va faire si Hamdi C. Mais avant cela, avec, supposons que nous allons comptabiliser la séance d'aujourd'hui, bien sûr. D'après nous avons fait effectivement en total 3 fois 4. Nous avons fait 12 heures. D'accord. Il va y avoir, certes, une partie sur lequel je travaille l'article du programme, un cas pathologique très important. Normalement, mais on peut commencer, on peut ne pas le terminer. Mais le plus important, c'est des applications. L'application pour vous préparer. On va prendre l'épreuve de l'examen de l'année dernière, par exemple. Qui m'a amené le il y avait 2 candidats. Nous avons fait un exercice complet je veux dire, قلت أنا 4 séances ou 4 séances, 5 séances. المرة اللي فاتت عملنا les écoules Mondo. On a fait les écoules Mondo sous un barrage. On a très bien expliqué, par exemple, pourquoi on fait des parafouilles, pourquoi on fait des battants d'eau. On a très bien expliqué cela. Donc, on a une application, bien sûr, pour illustrer un peu ces choses-là. De plus important, normalement, je n'ai un cas d'étude, je pense que j'ai un cas d'étude intéressant, cas d'une digue, où vous allez faire des calculs sur un logiciel. D'accord? Il faut que vous fassiez de l'application. Quand même, vous avez un cours de 45 heures, il y a une partie, comme il n'y a pas de travaux pratiques, ils ont l'application. Donc voilà un peu le programme. Vous êtes au moins une présentation sur j'ai oublié exactement pour dire je me lâche le programme, je peux revenir au programme, je vois la fille programme, c'est une. Est-ce que vous pouvez voir non, c'est pas ça. Donc, j'ai utilisé les documents, donc d'autres documents. Donc, je vais vous répondre. Hein. Donc, pédagogie 2021. Lorsque je vais prendre l'ouvrage en terre et souterrain. هذه l'auscultation تاع البراج وعندنا voilà une partie intéressante c'est l'étude numérique du comportement de barrage سيدي البراق. هذه peut-être c'est une présentation qui va vous aider beaucoup pour faire un cas d'étude avec un logiciel. D'accord? Est-ce que la réponse est claire maintenant? Oui, monsieur, ça va. Merci. Bien. Là, vous avez raison pour poser la question. D'accord? Donc, avec plaisir, pas de problème. Est-ce que vous avez une autre question? Bon, je termine à ce que, bien sûr, je vais vous envoyer les documents. Les documents, maintenant, le PowerPoint et l'enregistrement de la séance. Mais en plus, donc, comme je vous ai dit, il faut considérer un cas d'étude que vous devez, bien sûr, essayer d'utiliser par l'UCLEV. C'est, on va dire, vous allez travailler un exercice comme une sorte de petits projets pour assimiler davantage ces choses-là. Vous voyez, donc,
Il y a beaucoup de notions, il y a beaucoup de choses à voir, mais lorsque vous allez essayer de les mettre en œuvre pour trouver un résultat, vous allez certainement comprendre davantage, beaucoup plus. D'accord? Et là, vous avez une présentation peut-être de notions qui, surtout lorsqu'on fait le cours à distance, parfois elles ne sont pas très claires pour vous, elles ne sont pas justifiées, mais bon, ça, c'est les conditions de travail. Alors, est-ce que vous avez des remarques, s'il vous plaît? Bien, une autre question. Est-ce que le cours est difficile ou il est simple? Le cours, il est à la portée maintenant. Bon, il intéresse même maintenant les élèves maintenant, de la Mauritanie. Maintenant. Ce genre d'ouvrage, là, on a de grands experts. Je pense que j'ai dit ça la première séance. On fait beaucoup de construction de barrages en Tunisie, etc. Mais maintenant, le savoir-faire, concrétisé. Il n'est pas concrétisé. Il n'est pas concrétisé. Moi, lorsque j'ai voulu chercher des photos d'illustration, bon, il faut chercher dans les documents de projet. Mais vous ne pouvez jamais les avoir. Donc, mais chez les documents de référence, excepté les polycopiés. Hein. Je ne parle pas de polycopier. Un polycopier, c'est un document de référence pour l'enseignement. Ce n'est pas un document ouvert à tout le monde. D'accord? Donc, j'attire votre attention là sur l'importance de l'aspect. Ça manque beaucoup. Et je voulais vous donner juste une citation. Par exemple, au niveau du projet pour le ministère de l'Agriculture. Mais lorsqu'on va, bien sûr, pour les projets étatiques, lorsqu'on va, par exemple, être dans la situation où, pour un projet réel, nous allons faire des calculs numériques, mais ils ne sont pas aussi simples que vous puissiez l'imaginer. Bon, maintenant, ce n'est pas toujours des bureaux tunisiens qui le font, ou je dirais des ingénieurs tunisiens. Ça peut être d'autres. Donc, ça marque un peu qu'il y a une carence quelque part. Les gens ne sont pas intéressés. Et en plus, il y a l'importance. Ces ouvrages, vous voyez, ces ouvrages sont des ouvrages à grand enjeu, les barrages, etc. Donc, il faut attacher de l'importance à les comprendre, à les suivre, etc. Ou le problème, il n'y a pas cette expérience répertoriée. D'accord? Vous n'avez pas, à part les rapports, voilà. Donc, comme vous le faites pour des projets de type données, infrastructure, bâtiment, vous devez réfléchir également pour ces projets, on va dire, un peu particuliers, des ouvrages en terre. D'accord? Mais انا شايف عندي هنا ثم 8 بريزون معناتها لو انتم ثم قداش من الاف 6 ولا 7 ولا شكون معانا معناتها ها خلود الزيني ما عنديش اسمها الليست خلود انت معانا في في الكور هذايا معناتها جو مكسكوز خلود الزيني vous êtes avec nous. Bon, peut-être vous étiez présent. المفيد أنا j'ai pas votre nom sur la liste. Attendez. Mais يولي قداش يولي 7 شكون آخر مالا qui encore 9 9
شو اسمه لاتين مهند comptabiliser des fois je ne sais pas معليش محسوبه مرتين مش مشكل c'est bon c'est bon ben mais là si vous n'avez pas de remarques donc je termine cette partie là pour moi elle est terminée aperçu sur les barrages je vais vous envoyer ce document d'accord et autre chose qui est en relation avec cela. Ok. Bon, là, certainement, on n'aura pas le temps pour bien traiter la présentation. Mais sachez bien qu'on va peut-être donner juste une introduction thématique. Donc, on a parlé de la conception. On a parlé de la constitution, du choix des matériaux, de la mise en place, etc. Là, c'est juste quelque chose de peu significatif. C'est un minimum. Mais le problème, on va dire, essentiel pour les barrages en terre et les barrages de manière générale, c'est ce qu'on appelle leur suivi dans le temps, lorsqu'ils sont exploités. D'accord? Le jour où un barrage commence, il va être mis en service, bien sûr, il va y avoir ce qu'on appelle un suivi de son comportement. Qui fait ce suivi? Suivi, on suit un peu le comportement du barrage durant sa durée de vie. Notamment pour détecter s'il y a des problèmes qui peuvent surgir. Des problèmes qui vont poser à un certain moment. D'accord? Donc, par exemple, le cas avec le barrage Z, le problème qu'on va décrire, comment il a été détecté? Il a été détecté lorsqu'on a placé des piézomètres et on a vu une évolution du niveau d'eau quelque part qui n'est pas normale. D'accord? C'est-à-dire, l'idée, c'est si je veux m'assurer que le barrage fonctionne, on va dire normalement, il ne faut pas qu'il y ait un signe de fonctionnement anormal. Par exemple, supposons qu'il y ait qu'une érosion interne soit produite. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un suivi, et ce suivi-là va nous permettre d'identifier toute cause d'anomalie. Et l'idée essentielle. Et c'est pour cela que vous voyez ici dans cette présentation ce qu'on appelle l'auscultation du barrage. Donc, ausculter, c'est un terme que vous connaissez très bien. Ausculter, médecine. Un patient est ausculté par le médecin. Pour l'auscultation, on peut être vu comme ça. Donc, dans la présentation, on va parler beaucoup plus de l'auscultation qui a été faite pour le cas de barrage Sidi Barra, d'accord? Et puis, nous allons parler d'un problème sérieux qui s'est posé dans la galerie de drainage du barrage. Et en réalité, le travail est pour justifier ce que je viens de dire tout à l'heure. Le travail, moi-même, je l'ai initié pratiquement depuis 10 ans avec un collègue qui a préparé, après 6 ou 7 ans, sa thèse de doctorat sur les barrages. Donc, on a travaillé sur le problème, sur le barrage Ghazela. Par la suite, on a travaillé sur le barrage Sidi Barra, d'accord? Et tout ce qui a été analysé, c'est ce qu'on appelle les problèmes de pathologie. C'est-à-dire, c'est comme si, à l'échelle individuelle, quelqu'un peut être malade à cause de certaines causes. Alors, il va falloir identifier ces causes et par la suite, il va chercher l'origine, il va chercher le processus et bien sûr, il faut agir pour trouver une solution. D'accord? Donc, là, ce qui est écrit, évaluer la sécurité d'un ouvrage en service. Évaluer la sécurité d'un ouvrage en service, c'est lorsque vous détectez un comportement anormal. Donc, il va falloir déterminer les origines d'une dégradation, d'une anomalie, et prévoir également les évolutions futures et les risques qu'elle peut engendrer
Bien sûr, pourquoi faire? Pour proposer des mesures appropriées. Comme tout. D'une manière générale, un barrage, ce n'est pas un ouvrage normal, ce n'est pas un ouvrage courant de tous les jours, comme par exemple, on va dire, un bâtiment donc, de gabarit courante, on va le construire ou à peu près on va rien faire. Non, non, un barrage, il faut le construire, il faut définir tout un programme, ce qu'on appelle de suivi dans le temps et accompagné de moyens de solution. Donc, les méthodes appropriées apportent une aide précieuse, mesures d'auscultation, surtout les mesures périodiques. Calcul numérique par élément fini, statistiques, etc. D'accord? Donc, ça, c'est un peu la démarche. Bien sûr, lorsque vous faites cette approche-là, vous pouvez toujours assurer la pérennité de l'ouvrage en question parce qu'il fait toujours partie du patrimoine du pays ou de la communauté. D'accord? La maintenance et la surveillance sont des tâches essentielles pour maintenir les performances de l'ouvrage. Donc, c'est un peu. Bon, juste là, on va présenter deux barrages. C'est un barrage qui tourne. Donc, on aura terminé. Donc, ce barrage, il est situé sur l'ouest d'Arzela à 13 km à l'ouest de Badr. Donc, là, une flèche après. D'accord. Il contrôle un bassin versant de 48 km². Sa construction fut achevée depuis 40 ans presque, un peu moins. Le premier remplissage, il a eu lieu en 85 et il assure l'irrigation de 900 hectares en terres agricoles par aspiration. Le réseau d'irrigation, il donnait à peu près un débit de 750 litres par seconde. D'accord? Donc, la description du barrage, comme vous le voyez ici, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a décrit. Donc, c'est un barrage en terre. D'accord? Il donne les différentes parties. 1, 2, 1, 2, 3, 4, etc. Voilà. Un limon argileux avec des galets. C'est le sol de formation. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, la fondation. D'accord? Ah oui, 5, marne. La marne, c'est quoi? C'est on peut dire, argile calcaireuse très résistante. La marne. Mais elle a un problème. Si elle est en contact avec l'eau, si elle est exposée avec l'eau ou à l'air, elle va s'effriter. Donc la marne, si elle est quelque part, il faut toujours la protéger pour la faire fonctionner. D'accord? Quand on a les problèmes de glissement de terrain, la plupart des ouvrages sont tellement construits sur un sol marneux. Elle a une très bonne résistance. Elle a une caractéristique intéressante. Mais jamais il faut la laisser exposée à l'air libre d'une certaine manière. Okay? Et par la suite, vous avez les différentes parties donc, du barrage. Écoutez, drainage 7, qui n'a pas pu vraiment, drainage, riprap, bien sûr, 8, riprap, les protections. Okay. Filtre à une couche, 9. Il doit être où le filtre? Normalement, on va essayer d'identifier l'inconvénient. Ah, 9, oui. 9. Filtre, côté amont, bas. Revêtement en pierre, elle est certainement encore sur le talus à bas de protection. Bâtard-d'eau, 11, le bâtard-d'eau. Donc, le bâtard-d'eau, c'est un élément, bien sûr, qui assure l'étanchéité. OK? Donc, voilà un peu sa constitution. Bon, la digue a une hauteur de 31 mètres. La longueur du barrage, 560, et la largeur en crête, elle est de 6 mètres. Maintenant, c'est un métier. C'est un métier. Donc, tu vois les pentes, variables. Les pentes sont variables. Donc, il n'y a pas d'idée sur la largeur. La longueur, elle est la direction perpendiculaire à cette figure. Et voilà le volume de stockage, 10 à peu près mégas, on va dire, mètres cubes d'eau, à peu près. La surface de retenue, 122 hectares, la côte de plus haute eau, etc. Bon, ce barrage, il est bien sûr muni de ce qu'on appelle du tour de prise. Qu'est-ce que ça veut dire un tour de prise? C'est un grand ouvrage, alors en mettant, on fait des ouvertures différentes à différents niveaux.
Et est-ce qu'il y a tour de prise? C'est là où on commande qu'on va prendre l'eau pour, pour l'usage domestique, hein, pour boire de l'eau, pour la végétation, pour tout usage, ce qu'on appelle la tour de prise. Et la tour de prise, elle est liée en bas à ce qu'on appelle une galerie. Une galerie. La galerie, c'est quoi, au fait? C'est, on peut dire, comme un tube de section carrée fermée qui passe sous le barrage, d'accord? On voit là avec une conduite forcée, ok? Voilà, la galerie. Et bien sûr, cette galerie, elle va permettre de faire évacuer l'eau. Et là, le rôle essentiel de terre, par cette galerie, on va avoir de l'eau qui sort selon le besoin. D'accord? Donc, le drainage est assuré par un tapis drainant au pied de la balle, ça on l'a vu tout à l'heure. D'accord? Et l'évacuateur de crue, il assure un débit de 500 mètres. On n'a pas parlé de l'évacuateur de crue, c'est un autre ouvrage, c'est un autre organe essentiel. Alors, lorsqu'il va avoir une crue, il va falloir toujours avoir un moyen pour évacuer de l'eau. Et voilà, la galerie est en béton armé. Je n'ai une section de terre 2 fois 2,5 mètres carrés. D'accord? هذا هو هذه هي نقول le point focal de la présentation. D'accord? Là, on va terminer par à peu près la problématique. La problématique, ou l'air pour là. Je coule l'historique du barrage. Cette galerie, elle a tassé, je m'attends, elle a tassé, maintenant on a mesuré, elle a tassé 22 cm juste après l'achèvement des travaux de construction du barrage. Vous voyez, c'est un point négatif qui fait, enfin, dès qu'on a terminé la construction, et il se produit un tassement dans la galerie. Qu'est-ce qu'on imagine? On imagine qu'on a, comment dire, une section en béton armé, à peu près, grosso modo, 1 x 2, et ce cadre fermé, il va tasser à peu près de 22 cm. Bien sûr, les tassements différentiels, les tassements, et donc, je parle de tassements différentiels, je me cherche, bien sûr, la galerie, elle est constituée par plusieurs éléments juxtaposés. Ces éléments vont tasser. Et s'ils vont tasser de différentes manières, il va y avoir des fissures. Entre les parois qui assurent la jonction entre les éléments hédom. D'accord? Et le plus important, ce n'est pas comme ça, ils ont constaté au niveau de l'une des fissures qu'il y a un transport solide. Je mets un transport solide. Et un transport d'éléments fins qu'on avait décrit tout à l'heure, c'est que l'érosion interne, avec un débit de fuite qui atteint 5 litres par seconde en 96. Femme de l'eau, une fuite d'eau, hein, d'accord, qu'on a découvert, et qui, le débit a été estimé 5 litres par seconde. D'accord? Bien sûr, juste là, depuis la fin, après la fin de la construction du barrage. On voit en 2003, le débit de transport, il a atteint, il a augmenté pour atteindre 1 kg par semaine. في بلاصه معينه انت مش تخيل بعد جوع عندك 1 kg de matériaux transportés, etc. Donc باش تعمل الكالكول نتاعك. En 2008, باش تاخذوا فكره انتم وقتاش en 2008 يعني هو قال ils ont achevé les travaux وقتاش 94, 15 هكاك. Donc après à peu près 10 ans, le tassement sur la crête a atteint 45 mm 45 cm. يعني تحت الكريت نتاع البراج هذايا انتم تتخيلوا انتم تتخيلوا انه هوني sous la galerie il va y avoir un tassement de 45 cm. 45 cm, ça c'est pratiquement 0,5 mètres. Ça حكينا على الكريت تهبط 0,5 mètres, ce n'est pas admissible. Voilà un peu la problématique que nous allons décrire, d'accord? C'est la première illustration qui montre lorsqu'on construit un barrage,
il faut le suivre dans le temps. Pourquoi? Parce que ce barrage-là peut connaître un problème de fonctionnement et des désordres qui, bien sûr, vont affecter le fonctionnement normal interne et peut-être on va avoir des problèmes. D'accord? Donc voilà un peu la problématique à voir. Et on peut dire comme ça, vous avez compris au moins tous les aspects sur les barrages. La conception, le choix des matériaux, l'exécution, l'étude de stabilité et la nécessité de suivre l'ouvrage après la construction. D'accord? Mais est-ce que vous avez des questions supplémentaires, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? Donc maintenant, nous sommes au bout de 2 heures. Je pense que ça suffit. Non, monsieur, c'est bon. C'est bon pour tous les autres? Bon, moi, je vous recommande, si vous n'avez pas de questions maintenant, si vous avez des questions ultérieurement, vous pouvez les poser même par email. D'accord? Voilà, vous les préparez pour la prochaine séance qui va être pour. D'accord? On va faire comme ça. Et je vous promets donc d'envoyer les documents et l'enregistrement de la séance. J'espère que ça vous aidera pour bien comprendre les aspects les plus importants. OK? Bien, là, je vous remercie de votre attention et vous libère en vous disant bon travail et vous souhaite la bonne santé. Merci, monsieur Absel. Allez, au revoir.